Grün est historien d'art, vice-président du musée der Grün à Berlin. Il est également membre du conseil scientifique du musée national Picasso Paris. Et il a été commissaire de plusieurs expositions, dont l'exposition Picasso et théâtre, qui fut présentée à la Kunsthalle de Francfort en 2016. Et il prépare une exposition... 2006, pardon. Et il prépare une exposition pour l'automne 2017 qui sera consacrée à Picasso entre le cubisme et le néoclassicisme, entre 1915 et 1925, qui aura lieu à la Scuderia Quirinale à Rome. Donc nous l'écouterons aujourd'hui sur un sujet qui porte sur les éléments décoratifs des ballets Parade et Mercure, envisagés en tant que sculpture. Voilà, donc je vais essayer de parler en français, ce que je ne fais pas très souvent. Dès son adolescence, Picasso s'est intéressé au caractère artificiel des situations représentées dans la peinture occidentale. Il n'est pas rare de voir des œuvres qui représentent non pas une scène réelle, mais une mise en scène de la réalité, comme si le spectateur voyait un spectacle défiler devant ses yeux. C'est ainsi que de nombreux artistes, tels que David ou Delacroix, David bien évidemment, font référence à l'art théâtral à travers des gestes expressifs et dramatiques, souvent inspirés du théâtre antique et de la tradition du théâtre. L'œuvre de Picasso, quant à elle, porte souvent la signification symbolique et rituelle d'une organisation scénique des différents éléments d'un tableau, sorte de répertoire partagé d'images qui avait été hérité d'une longue tradition, y compris celle du théâtre populaire de ses premières années parisiennes. Lorsqu'en 1917, Picasso travaille pour la première fois pour la scène, il comprend que celle-ci est une métaphore pour la création de ses peintures, méthode qu'il a d'abord conçue pour ses constructions cubistes. Nous venons de voir la guitare de 1912. En effet, dans le théâtre, les éléments scéniques étaient souvent reconfigurés ou déplacés pour indiquer un changement de décor dans l'action. Et cette esthétique de la discontinuité consiste aussi à déplacer les choses de leur environnement habituel, de façon à créer des relations incongrues et inédites. Comme nous le verrons, différents styles artistiques peuvent facilement coexister au sein d'un même travail. Ce qui émerge dans le travail post-cubiste de Picasso, c'est d'une part la nature théâtrale des représentations peintes, ce que Hubert Damisch, dans sa théorie du nuage, appelle la représentation de la représentation, et de l'autre, la technique d'assemblage dérivée des expériences cubistes de Picasso, utilisée comme moyen de rassembler les différents éléments compositionnels. J'évoquerai ici très brièvement deux des productions théâtrales les plus radicales de Picasso, à savoir Parade et Mercure, en montrant comment certains éléments sculptés et ensuite décomposés en fonction de leur mobilité contribuent à créer une scénographie dynamique et vivante, dépoussiérée des conventions du ballet classique. En 1916, toutes ces choses sont bien connues, donc je ne vais pas pouvoir m'attarder sur le déroulement chronologique des événements. Mais en 1916, Jean Cocteau demande à Picasso de réaliser les décors de Parade pour les ballets russes de Serge de Diaghilev. Et après avoir écouté 3 morceaux en forme de poire, Cocteau décide de solliciter le concours d'Éric Satie dans la production. Cocteau exhorte Picasso à travailler sur le thème du défilé d'un vaudeville populaire, l'argument du ballet se présentant comme une succession de scènes burlesques. Les décors de Picasso révèlent une sorte de cubisme synthétique qui contraste avec le style naturaliste du rideau de scène. Ils sont peints avec une grande simplicité de moyens et visent essentiellement à évoquer une situation plus qu'à ressembler à quelque chose de réel ou de naturel. Voici le fragment, enfin
la maquette du décor telle qu'elle avait été photographiée dans l'atelier de Picasso. Cela dit, Picasso, qui est à Rome en 1917 et ensuite à Barcelone et à Paris, Picasso outrepasse ses fonctions de décorateur peintre et devient dramaturge. Bien que les personnages aient été inspirés par la commedia dell'arte traditionnelle, et je rappelle que Picasso était en mars 1917 à Rome et à Naples, Picasso a ajouté 2 managers modernes au scénario de Cocteau. Donc 2 managers ainsi qu'un cheval. Le cheval va venir dans quelques instants. Et ces éléments, les managers et le cheval cubiste, ressemblent à des constructions et constituent un contrepoint au costume plus traditionnel des autres personnages, tels que la petite fille américaine que nous venons d'apercevoir, ou encore les acrobates ou les autres personnages. Je rappelle d'ailleurs que de tous les éléments, de tous les costumes, le seul qui existe encore dans sa forme originale est le chinois qui appartient au V&A à Londres. Donc initialement, Picasso envisage les managers comme des hommes sandwich, en accord avec la vulgarité des pratiques du show business. D'abord comme des hommes sandwich, et il s'inspire également, très certainement, de l'Arlequin de 1915, l'Arlequin qui appartient au MoMA de New York. Les carcasses de 3 mètres, les voici, 3 mètres de haut, des managers ont été fabriqués avec l'aide du futuriste Fortunato De Pero, qui utilise les moyens du bord, et ça c'est à Rome bien évidemment, carton, toile, métal, papier mâché. Les danseurs se glissaient donc à l'intérieur des carcasses. Le manager français, plutôt élégant et vieux jeu, était sans doute un portrait à peine déguisé de Diaghilev. Le voici. Tandis que le manager américain se pare de gratte-ciel new-yorkais. Le voici. Dans un style pointilliste. Le 3e manager nègre à cheval n'a pas résisté lors des répétitions et il est devenu un simple cheval. Le voici. Silhouette en jute animée par 2 danseurs cachés à l'intérieur. Sa tête rappelait une sculpture africaine baoulée ou fang. La danse de cheval se déroulait sans musique et à l'époque avait suscité l'hilarité générale. La première de parade a eu lieu le 17 mai 1917 au Théâtre du Châtelet. Et je rappelle que le rideau original qui appartient ici au Musée national d'art moderne va être montré, je pense, d'ici quelques semaines au Théâtre du Châtelet. La jeunesse des managers peut être mieux comprise à la lumière d'une observation faite des années plus tard par Picasso à Julio González. Je la cite très rapidement parce que ce propos de Picasso est très connu. Il suffirait de couper ces peintures quand tout est dit et fait, les couleurs n'étant rien d'autre que des indications de différents points de vue, des plans inclinés de telle ou telle façon, et ensuite de les assembler en conformité avec les indications données par les couleurs pour aboutir à une sculpture. Personne ne regrettera la peinture que vous avez perdue. Fin de citation. En effet, les managers conçus à la manière d'assemblage cubiste sont semblables aux toiles de 1915 telles que l'Arlequin que nous venons de voir. Et le propos de Picasso, le fameux propos qui est d'ailleurs cité en bas de couverture, dos de couverture plutôt du catalogue de l'exposition Picasso Sculpture, la sculpture est le meilleur commentaire qu'un peintre peut faire sur sa peinture. Après une succession de ballets conçus pour Diaghilev, Picasso entreprit une autre commande pour la scène, et cette fois-ci en 1924, pour le comte Étienne de Beaumont et ses soirées de Paris, une série de spectacles qui ont commencé en 1924. La première des aventures de Mercure, celle-ci était au Théâtre de la Cigale, je le rappelle, le 15 juin 1924.
Et ce fut l'occasion pour Picasso de collaborer à nouveau avec Satie et avec Léonide Massine, donc ses complices de parade. Dans le programme, le scénario de Mercure est décrit comme une série de poses plastiques en 3 tableaux. Attendez. Les voici. Poses plastiques, nouvelle forme artistique alliant danse en tant que mouvement dans l'espace et le corps conçu comme une surface picturale. En plus du théâtre populaire, Picasso et Satie se sont également inspirés des bals opulents mis en scène par l'aristocratie parisienne dans les années 20. En 1923, Étienne de Beaumont conçut un bal intitulé « L'Antiquité sous Louis XIV », demandant à Massine de chorégraphier une série de tableaux vivants pour les invités. Une de ces entrées s'intitulait « La statue retrouvée ». Et je vous montre très rapidement la lettre d'Étienne de Beaumont. La voici. Et donc pour ces entrées, celle-ci s'intitulait la statue retrouvée, c'était l'histoire en fait d'une statue qui revenait à la vie et qui est peut-être inspirée de certains opéras baroques, par exemple La Torilda, dans laquelle Onfion est la statue qui prend vie et se met à chanter et à danser. Donc les rôles étaient tenus, en ce qui concerne la statue retrouvée, par Olga Picasso et Daisy Fellows, une amie des Beaumont. Picasso en a conçu les costumes, tandis que Satie a fourni l'accompagnement musical. Curieusement, il n'y avait pas de danse véritablement dans ces bals. Au lieu de cela, l'action était axée sur les entrées soigneusement préparées, souvent sous la supervision de Cocteau ou de Christian Bérard, l'ami de Cocteau. Je vous montre Picasso et Olga. Et voici un bal un peu plus tardif, mais dans le même esprit, le bal blanc de la comtesse Petchi Blount en 1930. Une autre photo. Bal au cours duquel les invités imitaient des statues antiques. Avec Mercure, Picasso radicalise certaines idées déjà contenues dans Parade. D'abord, il traite la scène non pas comme une construction en 3 dimensions, avec l'illusion de l'espace que la scène de théâtre donne habituellement, mais en tant qu'espace aplati, presque dépourvu de perspective, avec des éléments de décor simplifiés et dépouillés pour atteindre une certaine linéarité, impulsion provenant de ces dessins de ballet de l'époque. Les décors sont bousculés, déversés pêle-mêle sur cette surface rapide, sur cette surface aplatie. Mais il y a plus de vie. Certains éléments sont rendus de manière plus réaliste que d'autres, à la manière des natures mortes de Saint-Raphaël, par exemple. En voici une, avec comme conséquence la tactilité accrue de certains éléments. Les rythmes brisés contrastent avec les lignes ondulantes inspirées par la danse. Renouant avec le goût de l'Ancien Régime pour l'Antiquité, Mercure est composé de 13 tableaux vivants, dont certains ne durent que 30 secondes. Massine semble avoir exclu toute dimension narrative de ces scènes statiques. Chaque tableau évoque un aspect différent de Mercure. Dans la mythologie gréco-romaine, le tout durait environ 10 minutes. Tout ce qui nous reste de Mercure est un ensemble de photographies, puisque les décors et les costumes ont été détruits. Les décors étaient faits de toiles peintes gris-blanc, gris pâle, avec un rideau à l'arrière de la scène, gris, noir, blanc, suivant l'action. Douglas Cooper avait montré que les poses statiques de Mercure étaient inspirées de bas-reliefs antiques, de dessins étrusques, que Picasso avait découverts lors d'une visite au musée archéologique à Naples avec Diaghilev en 1917. Chaque scène de Mercure met en relief un ensemble plus ou moins cohérent, harmonieux, avec les danseurs apparaissant sur scène à la manière d'un groupe sculpté, parodie burlesque et spirituelle du ballet. C'est aussi l'occasion pour Picasso de mettre à mal la rhétorique de la sculpture. Une sculpture n'a pas besoin d'être exécutée en bronze ou en marbre. Picasso revêt
les danseurs d'accoutrement qui les figent et les remplacent ici et là par des automates. Dans ces tableaux vivants, Picasso joue des contradictions et des matières, une rigidité exagérée, comme les trois grâces au sein rouge, vous les voyez ici, émergeant de l'eau bleutée d'une piscine en carton, tandis que les natures mortes se distinguent par leur mouvement et leur souplesse. Tous les objets sont légèrement anormaux ou dissonants, en accord avec la simplicité trompeuse de la partition de Satie. J'en ai encore pour 5 minutes, ça va? 4 minutes. Dès le début, le spectateur réalise que les créatures de Mercure sont engagées dans un exercice de démystification des conventions du spectacle. Les décors avaient des éléments mobiles, comme des bras mécaniques qui les apparentent à des danseurs vivants, tandis que les vrais danseurs, voici de vrais danseurs, se déplacent de manière hiératique inspirée par des statues antiques. Cerbère apparaît sous la forme d'un découpage se déplaçant au milieu de danseurs vivants. Le rapt de Proserpine par Pluton a lieu au milieu d'une scène de bal avec de vrais figurants, une parodie des bals masqués de Beaumont avec Proserpine et Pluton représentés par des éléments décoratifs en forme d'arabesque montés sur roue. Voici. En fin de compte, le classicisme est impur, virant vers le baroque, au moins dans la danse Charleston, donc la danse finale, qui rappelle la peinture de Picasso en 1921, et en particulier les trois musiciens, dont il existe, comme vous le savez bien, 2 versions. Enveloppés dans des gestes rigides, rhétoriques de leur expression figée, les acteurs de ce drame mettent en évidence l'artificialité des situations théâtrales. J'ajoute que dans de nombreux ballets de Diaghilev des années 20, on observe déjà une certaine dissonance, ce que Len Garafala a appelé, je la cite, une juxtaposition intentionnelle de l'incongru. Donc cette danse Charleston en chaussons de pointe, les muses en robe, avec des franges ou encore un Parnasse couronné de poutis. Pourtant, il y a bien une unité sous-jacente, aussi bien dans Parade que dans Mercure. Les objets en apparence hétéroclites sont intégrés grâce à l'assimilation de gestes rivaux et de contextes réinventés. Le dénominateur commun est la plasticité des formes. Pour préciser mon propos, je dois revenir très brièvement sur les années héroïques du cubisme et les propos de González que j'ai rapportés tout à l'heure. L'illusion sculpturale est apparente dans les peintures cubistes de Picasso. Si nous comparons par exemple la tête de Fernande de 1909, que nous connaissons tous, avec les toiles de la même époque, nous voyons qu'il y a, à mon avis du moins, une plus grande plasticité dans les peintures de cette époque que dans la version sculptée. Cette dernière manque de présence matérielle et n'a pas la densité des peintures. La force de Picasso dans ses toiles cubistes de 1909-1910 réside dans sa capacité à illuminer chaque surface de manière à souligner la qualité du relief. Étant donné que la lumière dans une peinture est illusion pure, cette lumière peut être conçue sans souci de paraître vraie afin d'augmenter la plasticité des formes. Les objets dans les tableaux cubistes et post-cubistes ont quelque chose de corporel, une peau optique au sein d'une unité organique. Dans la tradition de Cézanne, les objets représentés sont comme des corps vivants. La peau optique des surfaces colorées thématise les surfaces représentant des objets individuels, mais assimile également ces éléments d'apparence hétéroclite dans leur propre unité d'ensemble. La scène dans l'œuvre de Picasso suit cette logique. Certains éléments animés, réelle présence, à l'image de la statue retrouvée, crèvent littéralement la toile, mais l'impression d'ensemble est celle d'un équilibre précaire. La troisième dimension, en fait, est ramenée à la surface plane. Picasso disait à François Gillot que l'harmonie n'était pas nécessairement intéressante. Ce qui importait était la représentation convaincante de la réalité, celle-ci devant inclure des distorsions et souligner des aspects particuliers du visible. Avec Mercure, en particulier, la réalité qui a été mise en question était celle du néoclassicisme, mais aussi la relation entre la scène de théâtre et la peinture. La scène se moquait de la peinture, sa rhétorique incarnée par des gestes éloquents. Grâce à l'aplatissement des ensembles et des décors, la scène devient une peinture animée.
Tout comme la partition de Satie embrasse la simplicité et les entrées de Massine ont été réduites à quelques étapes, les ensembles du Picasso finissent par effacer les frontières entre peinture et la scène. C'est par-delà les liens historiques entre le théâtre et la peinture, deux formes d'art qui partageaient un objectif commun de rhétorique, que j'ai essayé de comprendre Mercure. Picasso offre la preuve que l'un pouvait aspirer à la condition de l'autre. Plus tard dans sa carrière, nous voyons que les tableaux étaient une forme de théâtre vécu, comme dans Guernica et les nombreux tableaux vivants de ses œuvres ultérieures. La signification rituelle et symbolique du geste théâtral a tenu sa promesse pour le reste de la vie d'artiste de Picasso. Merci. Oui. Vous pouvez vous asseoir pour quelques questions. Pardon. Alors, une question dans la salle de Renzo Leonardi. Si j'ai bien compris, vous dites que vous trouvez plus de plasticité en citant Fernande dans les tableaux que dans la sculpture elle-même. Oui. Vous ne trouvez pas que dans la sculpture, il est allé au-delà de la troisième dimension? C'est un tentative d'avoir une quatrième dimension. Peut-être, je ne suis pas un spécialiste de la quatrième dimension, encore que... Il y a un colloque entre Einstein et Picasso s'est intéressé à la théorie d'Einstein. Oui, pour moi, il y a une chose qui est assez flagrante, et ce sont des choses sur lesquelles nous allons revenir très certainement plus tard au cours des journées qui viennent. Le fait, c'est qu'après 1909, donc après la tête de Fernande, Picasso n'a pas travaillé dans le domaine de la sculpture jusqu'à 1912. Et pendant 3 années, il n'y a absolument rien eu dans le domaine sculptural. Et je pense que l'idée de faire quelque chose dans un mode traditionnel, c'est-à-dire le mode inspiré de Rodin et de la sculpture en bronze, de la sculpture en tant qu'objet massif, tout cela a mené à une impasse. Et tout d'un coup, autour de 1912-1913, il y a un déclic qui est la conjonction entre les papiers découpés, les peintures souvent très ludiques de cette époque et les constructions, à savoir les guitares et tout ce que nous voyons dans la très belle exposition au musée Picasso. Et donc c'est la conjonction de ces différents éléments qui donne à Picasso l'impulsion nécessaire pour ensuite pouvoir travailler pour la scène, travailler pour Cocteau et Diaghilev. J'ajoute une toute petite chose. Donc, Picasso a beaucoup appris grâce aux constructions pour la scène, mais ça va dans les deux sens. Un peintre qui n'a rien à voir avec Picasso, mais que Picasso a connu et d'ailleurs dessiné en 1917 à Rome, Bakst, qui était le grand ami et le grand collaborateur de Stravinsky et de Diaghilev. Bakst avait appris à Picasso comment exécuter certains raccourcis pour simplifier et donner plus d'impact à la scène. Donc les échanges entre le métier de chorégraphe et le métier de peintre, d'artiste, vont dans les deux sens en ce qui concerne Picasso. Tout à fait. Et alors, j'ai particulièrement aimé tout votre développement sur l'unité plastique, cette question de l'assimilation chez Picasso, qui se retrouve en quelque sorte au cœur même du projet de Diaghilev et des ballets russes, cette idée de joindre en un seul et même lieu, un seul et même endroit, les arts de la danse, du théâtre, de la musique et de la peinture, qui ont certainement amené Picasso à considérer ces autres disciplines différemment et à les intégrer pour la première fois dans son travail. Oui, tout à fait.
il y aurait beaucoup à dire. Mon point de vue à moi, c'est évidemment que cette scène chez Picasso est aplatie. Donc ça, c'est mon idée principale. Et j'ai d'ailleurs eu la grande chance de voir des reconstitutions vivantes du moins de Parade. Mercure n'a été rejoué qu'une fois. Parade, je rappelle très brièvement, a été repris par Diaghilev, ce qui montre que malgré le tollé de 1917, puisqu'il y a eu toutes sortes un scandale au Châtelet, Diaghilev avait suffisamment de respect et d'admiration pour Picasso pour reprendre un ballet où en fait on dansait très très peu. Mais ce que j'allais dire, c'est que donc il y a dans ces productions quelque chose d'assez radical, de très ludique bien évidemment, mais je pense que nous évoquions tout à l'heure la tradition de la sculpture et il y a ces distinctions fameuses, du moins dans le monde anglo-saxon, entre carving et modeling, donc entre ce qui est taillé et ce qui est modelé. Et Adrian Stokes, qui a beaucoup écrit sur ce sujet dans les années 30, également sur Picasso, Stokes voyait Picasso, du moins à cette époque, comme faisant partie de la tradition du carving, c'est-à-dire que tous les éléments dans Mercure, dans Parade, sont intégrés dans un ensemble, parfois à première vue hétéroclite, mais je pense en fin de compte, il y a donc cette unité qui est une unité cézannienne. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce on a encore une petite minute pour une question ? Non. Donc, merci encore.